Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Et notre grande interrogation du jour, géopolitique, la guerre de l'OTAN en Afrique, les bases militaires, un danger. Eh bien, c'est notre grande interrogation du jour. Eh bien, Mesdames, Messieurs, alors que se dessine en marge du conflit ukraino-russe une nouvelle carte géopolitique, l'Afrique se démarque par une tendance au non-alignement. L'OTAN, elle, tente de retrouver son influence. À la création de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, en abrégé OTAN, en 1949, les pays africains étaient encore sous le joug du colonialisme. La plupart des fondateurs de l'organisation politico-militaire étaient, on va le dire ainsi, les principaux colonisateurs de l'Afrique, le Royaume-Uni, le Portugal, la France, la Belgique et l'Italie notamment. Il s'agissait alors que, pour les 12 pays fondateurs, d'arrêter une éventuelle agression soviétique et la propagation du communisme. Mais depuis l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'OTAN a étendu sa liste d'États membres de 12 à 30. Aujourd'hui, alors que l'Afrique est plus sceptique quant à la condamnation de la Russie pour le conflit en Ukraine, la presse occidentale fustige la poutinophilie africaine. Pour le chercheur Paul Simon Handy, la poutinophilie d'une partie des Africains relève d'abord d'un rejet catégorique de l'Occident. Depuis sa création, l'OTAN avait fait de l'Afrique sa sphère d'opération militaire. Kwame Nkrumah avertissait déjà en 1967 qu'il y avait au moins 17 bases aériennes de l'OTAN, 9 bases navales, 3 sites de lancement de missiles balistiques intercontinentaux et un site de test nucléaire en Afrique du Nord. Depuis sa création, l'OTAN avait fait de l'Afrique sa sphère d'opération militaire, on vous l'a dit. Et surtout, dans son livre Handbook of Revolutionary Warfare, Nkrumah dénonçait également le pillage des mines du Congo, de l'Angola, du Zimbabwe qui était la Rhodésie et l'Afrique du Sud pour la construction des armes nucléaires occidentales. Pour le héros indépendantiste bissau-guinéen et capverdien Amilcar Cabral, le Portugal, appendice pourri de l'impérialisme, le pays le plus sous-développé d'Europe occidentale, n'aurait jamais été capable de lancer 3 guerres coloniales sans les aides de l'OTAN, les armes de l'OTAN et les bombes de l'OTAN, déclarait justement Amilcar Cabral. En 1960, en pleine guerre du Katanga, entre les Lumumbistes et les Katangais, l'OTAN avait permis à la Belgique, contre la condamnation de l'ONU, de bombarder les positions des soldats congolais. Patrice Lumumba fustigeait lui également alors cette ingérence directe de l'OTAN et l'apathie de l'ONU. Il déclare, et je cite, « Tous ont compris que si le Congo meurt, toute l'Afrique bascule dans la nuit de la défaite et de la servitude. Voilà encore une fois la preuve vivante de l'unité africaine. Voilà la preuve concrète de cette unité sans laquelle nous ne pourrions vivre face aux appétits monstrueux de l'impérialisme. Mais entre l'esclavage et la liberté, il n'y a pas de compromis, avait alors déclaré à cette époque Patrice Lumumba. 3 exemples de figures de proue du panafricanisme qui partagent un destin commun. Nkrumah a été destitué par un coup d'État enclenché par la CIA américaine. Cabral et Lumumba ont été assassinés. Un thème récurrent dans l'histoire moderne de l'Afrique, chaque fois qu'un dirigeant s'opposait à l'hégémonie occidentale, il était écarté de force ou alors tout simplement assassiné. Ahmed Sékou Touré est mort sur la table d'un chirurgien américain où il s'est retrouvé contre son gré. Thomas Sankara a été assassiné par un futur président france-africain en l'apparition de Blaise Compaoré et sa présidence a été minée par les ingérences occidentales. La Libye de Muammar Kadhafi a été bombardée par l'OTAN et le leader lui-même assassiné et décrié par les médias occidentaux qui s'en étaient donnés à cœur joie. Une valeur symbolique aux yeux des Africains aujourd'hui, alors que l'Afrique est partagée entre soutien de l'OTAN et non-alignement, l'Occident fait pression sur l'Afrique pour une condamnation totale de la Russie pour le conflit ukrainien. Force est de constater que la carte africaine qui se dessine au lendemain du vote onusien sur l'Ukraine ressemble à s'y méprendre à celle de la guerre froide. Oui, vous allez vous souvenir justement de ça. En 1963 déjà, Yacouba Zerbo affirmait: paradoxalement considéré comme un continent pauvre, l'Afrique a toujours été un enjeu capital pour les puissances étrangères. Il explique, et je cite, « C'est pourquoi
contrainte sous la pression des événements, la Belgique concéda l'indépendance du Congo, mais elle s'ingénia à y semer les guerres de la désunion afin de lui en détacher les plus riches régions que sont le Katanga et le Kasaï. Les Français, de leur côté, n'entendaient pas renforcer à leur influence dans les possessions d'Afrique que les gouvernements qui se sont succédés depuis 1945 soupçonnaient Américains et Soviétiques de vouloir détacher ou alors se détacher de la France. La Grande-Bretagne tenait tant à ses intérêts au Kenya qu'elle déclara une guerre atroce au Mao Mao afin d'y conserver ses intérêts. Voilà pourquoi nous nous demandons encore aujourd'hui que veut finalement l'OTAN. Puis on se rend compte finalement qu'avant nous, eh bien, nos pères fondateurs avaient bien vu le stratagème, avaient bien vu le complot. Oui, ils ont dit que l'Afrique était pauvre, pourtant toute la carte géopolitique du monde se joue sur le continent noir. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Géopolitique, la guerre de l'OTAN en Afrique, les bases militaires, un danger, c'est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole Aïssi. Il est journaliste d'investigation. On l'appelle 3A, le propriétaire de tous les dossiers, mais surtout le directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatole Aïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, mon cher Steve Longos. Je salue les techniciens qui sont derrière les caméras, qui font un travail remarquable pour que nous puissions être vus par les téléspectateurs, les millions de téléspectateurs de Panafricanist TV qui nous regardent désormais et qui sont engagés, je crois, avec nous dans cette dynamique de libération de l'Afrique, de l'indépendance de l'Afrique, de la liberté totale sans condition de l'Afrique, du démantèlement des bases militaires étrangères sur le continent africain. Mon coup de gueule ce matin, Steve Longos, vous avez constaté comme moi aussi que depuis quelque temps, il y a une déferlante sur le continent africain des enseignes et des multinationales sur le continent africain. Je parle des grandes distributions. Je parle des grandes distributions. Il y en a, je veux dire, les politiciens ou les politiciens, comme j'aime les appeler, et c'est leur mentor, j'allais dire, c'est leur facilitateur. Très souvent, nous présente l'épouvantail de la création des milliers d'emplois, direct ou indirect. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est justement ces amplificateurs de notre genre, c'est que derrière cette déferlante de la grande surface, de la grande distribution internationale, il y a la destruction justement des initiatives locales dans le même secteur. C'est-à-dire, vous avez les nationaux locaux qui ont envie de faire dans le même secteur, mais ces multinationales viennent détruire justement, ces initiatives. Mieux, et ces multinationales visent également à détruire le secteur informel. Je pense que vous et moi, comme la plupart des élites dirigeantes actuelles ou à venir, a été nourri à la mamelle du secteur informel. C'est-à-dire vous avez les mamans qui vendent la patate au bord de la route, qui vendent la tomate de l'autre côté dans le marché. Ces grandes surfaces visent justement à détruire justement ces petites mains-là qui se lèvent tout le matin pour nourrir notre économie. Il faut quand même se dire que si aujourd'hui, beaucoup d'États africains n'ont pas connu une économie qui va en banqueroute, c'est grâce au secteur informel, c'est grâce à ces petites mains qui se lèvent très tôt le matin, justement, pour nourrir les familles, pour apporter leur part de contribution dans la construction de nos États, de nos économies. En tout cas, merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole Aïssi. Notre grande interrogation, géopolitique, la guerre de l'OTAN en Afrique, les bases militaires, un danger. Il faut préciser par ailleurs que quelque chose en marge d'ailleurs du conflit ukraino-russe se dessine une nouvelle carte géopolitique. L'Afrique se démarque, on le sait pertinemment, par une tendance du non-alignement. L'OTAN, elle tente de retrouver son influence et elle vient sur le continent africain. Et d'ailleurs, elle est sur le continent africain depuis belle lurette. Je pense que dans le contexte géopolitique international actuel, l'Afrique n'a plus à tergiverser. L'Afrique ne peut plus tergiverser, c'est-à-dire choisir entre, d'une part, l'OTAN ou le non-alignement. Oui. L'Afrique doit choisir véritablement le camp de non-alignement. Dans le contexte justement de la guerre russo-ukrainienne, les Occidentaux, l'Union européenne, l'OTAN et les autres ont voulu se forcer la main du continent africain à s'aligner dans le contexte de la condamnation justement de cette opération spéciale russe en côté de l'Ukraine ou bien des sanctions contre la Russie. Vous avez beaucoup de pays qui sont démarqués. Il y en a qui ont voté contre, il y en a qui sont abstenus, il y en a comme certains, comme d'habitude, qui sont à la rampe de l'Union européenne et de l'OTAN, qui ont voté pour les sanctions contre justement la Russie, notamment la Côte d'Ivoire, qui est dirigée par qui vous savez, qui a fait allégeance à l'OTAN, à l'Union européenne et à la France. Comme je l'ai dit,
Je pense que je veux donc réitérer mon propos en disant que l'Afrique n'a pas choisi en l'OTAN. L'Afrique a choisi le non-aliment, c'est-à-dire ne pas s'ingérer dans les conflits qui ne concernent pas. C'est d'autant que le continent africain est lui-même victime des conflits programmés, planifiés et financés par ce temps-là. Vous avez tout à l'heure convoqué, c'est un fait historique. En ce qui concerne, par exemple, les faits d'armes, les faits d'armes, n'est-ce pas, de l'OTAN sur le continent africain avec la CIA. Exactement. Alors, notre thématique porte justement sur les bases militaires étrangères sur le continent africain. Je voudrais vous dire qu'en ce temps-là, je pense que nous sommes en 1963. En 1963, oui. Je crois que le patriarche répéterait pas moins de 17 bases aériennes, 9 bases navales, 3 sites de lancement de missiles balistiques intercontinentaux et un site de test nucléaire en Afrique du Nord. Nous sommes en 2022. Sur le continent africain, on dénombre plus de 300 bases militaires étrangères, y compris les bases américaines. Ça, ce sont les statistiques officielles. Maintenant, vous ne connaissez pas les statistiques non officielles, c'est-à-dire qui ne sont pas connues de tout le monde. C'est ce qu'ils disent. Sur le continent, dans le monde en général, les statistiques officielles disent que les Américains ont 800 bases militaires étrangères. Ils disent que sur le continent africain, on dénombre 300 bases militaires américaines. Donc, c'est très dangereux et nous savons. Tout à l'heure, je vous parlais des faits d'armes justement de l'OTAN. Nous avons en mémoire ce que l'OTAN a fait du côté de la Libye en 2011, avec l'assassinat du leader de Muammar Kadhafi, avec la destruction d'un pays où coulait n'est-ce pas, du lait et du miel. Sur le fallacieux prétexte qu'il faut démocratiser justement la Libye qui a été dirigée par, selon eux, un dictateur. Bon, aujourd'hui, nous voyons la démocratie, comment ça fonctionne du côté de la Libye, qui est divisée. Vous avez d'un côté un gouvernement communauté internationale, de l'autre côté, vous avez un autre gouvernement qui est l'émanation populaire du peuple libyen. Allez donc voir qui est dans l'erreur. Quand je le dis, je voudrais ici vous faire observer que les bases militaires étrangères sur le continent africain ont eu pour prétexte deux choses. La première, à l'aune, n'est-ce pas, des indépendances, le narratif qui a été porté par ces penseurs, justement, ces théoriciens des bases militaires étrangères sur le continent africain ont mis en avant l'épouvantail de la protection, de la sécurisation de nos États. C'est-à-dire que dans le cadre des accords de défense, Paris était votre parapluie sécuritaire si jamais vous êtes attaqué par un ennemi extérieur. Donc c'est Paris. Éventuellement, si Paris n'avait pas les moyens, il pouvait recourir à l'OTAN, en tout cas à ses alliés. C'était ça le prétexte. Le second prétexte, c'était bien évidemment la protection de leurs intérêts. Parce que c'est davantage plus que ça, c'est-à-dire la protection des intérêts, c'est-à-dire l'exploitation, c'est-à-dire la protection de leurs multinationales qui viennent exploiter nos ressources, qui viennent piller n'est-ce pas, notre continent. Et éventuellement, en cas de conflit, ces bases militaires ont pour mission de protéger les ressortissants. C'est ça, voilà donc le double motif de ces choses-là. Mais je veux dire quand même vous rappeler une chose. Ces événements, j'ai dit ces faits, sont le prolongement. Ça, il ne faut pas perdre cela de vue. Parce qu'il y en a qui reprochent, qui disent que les panafricanistes sont les adeptes du révisionnisme. Que les Africains sont hantés par le fait colonial, pas le fait de la traite négrière, pas le fait du travail forcé, non. Ces événements, ces faits que nous relatons, que nous décrions dans le cadre de cette thématique, sont le relais, le prolongement, n'est-ce pas, de l'application de la charte de l'impérialisme. Et du Code noir. Et du Code noir. Ça, il faut le préciser. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, je veux dire, l'horreur a s'était changé de visage, mais il demeure l'horreur. Nous voyons qu'aujourd'hui, vous avez des pandémies qui sont créées sur le continent africain à travers certaines maladies, telles que le sida, le VIH, l'Ebola, la fièvre Ebola, tout récemment encore, d'ailleurs encore, vous avez le Covid-19 et pas très loin de là, la variole du singe. Donc voilà donc les choses, et tout ça, ça vise qui? Ça vise le continent africain et plus généralement le peuple noir. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, dans le contexte de la guerre en Ukraine, il est question pour l'Union européenne, l'OTAN et plus principalement les États-Unis de venir attaquer justement la Russie qui s'est déployée dans le contexte géopolitique et qui a décidé que désormais dans le contexte de la multipolarité,
on ne peut plus entendre un son de cloche qui ne vient que des États-Unis, qui se proclame maître du monde, aux gendarmes du monde. Jusqu'à preuve du contraire, on se souvient également des déclarations de Ursula von der Leyen, présidente de la Commission de l'Union européenne, qui se demandait si les Africains se mettaient déjà à réfléchir et que tout pays africain qui avait pris langue avec la Russie devait être puni. Ce dimanche encore, eh bien, le président ukrainien Zelensky, il nous a fait savoir que l'Afrique, il déclare, et je cite, « l'Afrique est prise en otage par la Russie ». Je pense que cette actualité ne vous a pas échappé. Je pense que c'est de bonne guerre. Le conflit en Ukraine est avant tout, nous l'avons souvent dit, est avant tout médiatique. C'est-à-dire, c'est d'abord une guerre médiatique, une guerre de communication. Et vous avez constaté, comme moi, que tous les matins, tous les jours que Dieu a créé, Zelensky est devant les médias, il s'adresse aux médias. Il fait la propagande de son armée, de son pays, de l'OTAN, il fait la propagande des États-Unis, de la France, et de l'Union européenne, tout ce que cela comporte. Mais il diabolise la Russie. Mais sans vous situer le contexte, je veux dire les causes lointaines de ce qui se passe actuellement en Ukraine, il ne vous a jamais rien dit là-dessus, encore moins ces médias-là, ainsi que leurs leaders d'opinion. Donc, si la Russie est prise en otage par justement, le continent africain, si l'Afrique est prise en otage par la Russie, oui. Avant la Russie, l'Afrique est prise en otage par l'OTAN. L'Afrique est prise en otage par l'Union européenne. L'Afrique est prise en otage par la France, la Belgique, par les États-Unis, par le Royaume-Uni, entre autres. L'Afrique est prise en otage par l'Italie, par ses anciens, par les colonisateurs. Donc je pense que s'il était un bon historien, malheureusement, ce sont des illettrés, ils ne lisent pas du tout, ils ne connaissent même pas leur propre histoire. Donc s'ils ne connaissent pas leur propre histoire, ils ne peuvent pas connaître l'histoire de l'Afrique. Alors je pense que la majorité des Africains préfèrent être les esclaves de la Russie que les esclaves de l'Union européenne, de l'OTAN ou des États-Unis, encore moins de la France. Cela dit, dans le contexte de la guerre en Ukraine actuellement, il est question pour l'OTAN de se transporter, de transporter ces conflits, cette guerre sur le continent africain. Raison pour laquelle vous avez l'OTAN, l'Union européenne, qui arme certains pays africains sur le fallacieux prétexte de la lutte contre le terrorisme. Je prends ici le cas de la Côte d'Ivoire qui a accepté, dont le dirigeant a accepté, n'est-ce pas, l'installation sur son territoire, justement, une académie militaire, qui est tout sauf une académie militaire au sens objectif et militaire du terme, bien au contraire. Je prends ici le cas de Bazoum qui a accepté d'être l'Afghanistan, le deuxième Afghanistan sur le continent africain, c'est-à-dire que c'est lui-là à qui on fourgue justement le matériel militaire pour déstabiliser non seulement le golfe de Guinée, mais surtout les pays frontaliers, au premier rang desquels le Mali. Parce que le Mali fait office de mauvais élèves et de mauvais exemples, de très mauvais modèles pour eux. Et Bazoum, il en est déterminé. Voilà donc justement le scénario. Quand je l'ai dit, Steve Gelongos, il faut ici dire des choses. La guerre, notre guerre en tant que panafricaniste, se situe à 2 ou 3 niveaux. La première guerre, c'est la poursuite de la décolonisation du continent africain. Les pères fondateurs du panafricanisme que vous avez convoqués tout à l'heure, Amilcar Cabral, Kwame Nkrumah et les autres, ont commencé, ils ont payé de leur vie comme Patrice Emery Lumumba. Ils ont payé de leur vie pour la décolonisation de l'Afrique. Notre génération a l'obligation, a le devoir justement de poursuivre ce combat de décolonisation. Mais ensuite, l'autre point, c'est quoi? C'est que, en plus de ce projet de cette lutte contre la décolonisation que nous devons engager, nous devons engager une lutte contre la France-Afrique pour beaucoup d'États. Parce qu'aujourd'hui, la France-Afrique, nous l'avons dit, lorsque nous faisons l'inventaire de sa présence depuis plusieurs années sur le continent africain, en tout cas dans les espaces francophones, notre inventaire nous conduit inévitablement dans un scénario macabre, c'est-à-dire les conflits armés, les assassinats politiques, les crimes de guerre, la spoliation de nos ressources naturelles et tout ce que c'est la déstabilisation. Donc, je vous dis, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, et il est impératif de l'ODC engagé, c'est l'impérialisme occidental, parce qu'ils sont encore engagés dans un projet de recolonisation de l'Afrique. Aujourd'hui, la guerre, tout ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas seulement la Russie qui est visée,
c'est également la Chine qui est visée. La preuve, c'est que après que la Chine se soit engagée dans un projet de financement d'un certain nombre de projets sur le continent africain à hauteur de $1000, de 1000 milliards de dollars, par derrière, les pays du G7, à l'autre tour, sont également engagés à financer certains projets sur le continent africain à hauteur de 600 milliards de dollars. Moi, je pense que... pourquoi? Parce qu'il faut barrer la route, justement, à l'ogre chinois. Il faut barrer la route à l'expansion de la Chine et des États-Unis et de la Russie sur le continent africain. Comme je l'ai dit, je termine en disant que entre l'OTAN et les BRICS, c'est-à-dire il s'agit d'un nouveau bloc qui s'est créé dans le contexte de la multipolarité de la géopolitique internationale, c'est-à-dire lorsqu'on parle des pays du BRICS, nous avons le Brésil, la Russie, l'Inde, nous avons l'Argentine. Non, nous avons, vous avez le BRICS, vous avez le Brésil, vous avez la Russie, vous avez l'Inde, vous avez la Chine et l'Afrique du Sud. Voilà la nouvelle carte géopolitique internationale qui se dessine. Moi, je pense donc que, et quand vous voyez le nombre d'habitants qui continue le nouveau bloc, c'est-à-dire les BRICS, c'est pratiquement 3,2 milliards d'habitants. Vous avez le temps qui est constitué d'à peine environ 777 millions d'habitants. Au niveau justement de décalage démographique, vous voyez donc qu'il y a un problème. Donc, je pense que cette force démographique peut également s'appliquer au niveau de la puissance militaire. Je crois qu'aujourd'hui, en termes de puissance militaire, il est indéniable que c'est désormais la Russie qui est le maître en la matière, qui a de l'avance sur les autres. En termes justement de démographie, la Chine seule résume, n'est-ce pas, la population européenne. Donc je pense, et s'il faut ajouter l'Inde dans cette affaire-là, ainsi que le continent africain, je crois qu'on n'a plus besoin de tergiverser. On doit s'aligner dans le nouveau bloc qui s'est créé, le bloc, je veux dire le BRICS. Selon certains experts sur le continent africain, jusqu'à preuve de contraire, le fait que l'Afrique veuille choisir, en fait, l'Afrique ne devrait même pas choisir. Sur le coup, les Occidentaux déclarent haut et fort qu'ils vont répéter les mêmes scénarios qu'ils ont souvent fait dans les années 50. Cela veut dire l'assassinat des chefs d'État, des nationaux, des panafricanistes qui se lèvent justement pour montrer une autre voie. Écoutez, Sylvie Longos, au risque de paraître subversif dans mon propos, je pense que j'ai l'habitude de le dire, sans être très excessif mais objectif. Il faut désormais établir deux choses. Il faut aller à l'attitude. La première, c'est établir l'équilibre de la terreur, comme ils ont l'habitude. C'est-à-dire qu'un Africain qui est tué, un Occidental est tué. Un Africain qui est assassiné, un Occidental est assassiné. Un pays africain qui est déstabilisé, un pays occidental est déstabilisé. Un ambassadeur africain qui est expulsé, un ambassadeur occidental est expulsé. Il faut établir cet équilibre, l'équilibre de la réciprocité en tout point de vue. Il faut le dire. L'époque, nous ne sommes plus à l'ère des indépendances. Je pense que la première et la deuxième guerre mondiale ont donné à voir que ceux qui se prenaient pour des dieux par rapport aux Africains sont aussi des humains comme vous et moi. Et raison pour laquelle, pour éduquer, je veux dire pour délivrer, pour libérer un peuple, il faut l'éduquer. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous faisons chaque matin, c'est éduquer le peuple africain, c'est éduquer le peuple noir, c'est éduquer les afro-descendants qui hier se prenaient pour le codère dans la peau noire. Grâce au travail d'éveil et de conscientisation que nous faisons, ces afro-descendants ont compris que leur place, ils sont allés là-bas, ils se trouvent là, ils sont actuellement aux Antilles pour certains, à la Louisiane pour d'autres, aux États-Unis pour nombre d'entre eux, ou ailleurs. Ils se retrouvent là-bas par accident, par le fait d'un accident de l'histoire. Je parle d'un traumatisme de l'histoire, l'esclavage, la traite négrière, mais que leurs racines sont africaines. Et d'ailleurs, il y en a qui commencent à le comprendre et reviennent à la même partie qui est l'Afrique. Il est important que cette histoire soit enseignée à notre jeunesse. Et que cette histoire, pourquoi est-ce qu'ils n'enseignent pas, je parle des Occidentaux, ils n'enseignent pas à leur jeunesse leurs états de service sur le continent africain, je parle de la traite négrière, la colonisation, les crimes, parce que le narratif officiel qui est d'ailleurs porté par leurs médias, leur fait comprendre à leur opinion, à leur population qui viennent sur le continent africain, ils sont en mission de civilisation sur le continent africain, ils sont en mission
humanitaire sur le continent africain, mais ils ne diront jamais qu'ils viennent sur le continent africain pour ces matières premières, pour organiser des guerres, pour vendre leurs armes. La preuve, c'est que comment quelqu'un, c'est un paradoxe extraordinaire. Comment quelqu'un peut vous dire qu'il milite pour la paix, mais vous vend les armes? C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Quelqu'un peut vous dire que je milite pour la paix, je suis un disciple de la paix, mais il vous vend les armes. Et il a un budget mirobolant, pharaonique, un budget, pas des budgets militaires. Le budget militaire des États-Unis tourne autour de 847 milliards de dollars. Cet argent, ça devrait aider, puisqu'ils disent qu'ils luttent contre la faim dans le monde. Mais cet argent devrait peut-être être investi pour justement lutter contre la faim et la pauvreté dans le monde. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce que les guerres nourrissent leur économie. Aujourd'hui, dans le contexte de la guerre en Ukraine, mais le dollar a pris de l'envol. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre. Et il faut que ça fait fonctionner, n'est-ce pas, le complexe industriel militaire américain. Ils font des affaires. Mais pendant ce temps, ils vous disent qu'il y a des sanctions quelque part, mais ils font des affaires en dessous de table. Donc je pense que vous avez donc affaire à des imposteurs, des forfaiteurs, c'est-à-dire des imposteurs qui pensent pouvoir manipuler tout le monde. En tout cas, pour revenir à la thématique, à notre thématique, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, les Africains doivent comprendre que nous sommes en danger. D'abord, du point de vue exogène, oui, et du point de vue endogène, avec justement ces supplétifs qu'ils ont placés soit à la tête de nos États, soit du côté qui sont financés, je veux dire la société civile qui est financée, la société civile, oui, la société civile qui est corrompue, il faut le dire, puisque les mêmes gens vous disent que les États africains sont corrompus. C'était des gens qui sont corrompus. Parce que lorsque vous commencez à être très très désobéissant, vous ne marchez plus comme ils veulent, il faut que les étiquettes, tous les noms d'oiseaux, dictateurs, autocrates, corrompus et tout cela comporte. Donc, aujourd'hui, comprenez que lorsqu'ils vous traitent de corrompus, ça veut dire que vous êtes devenu désobéissant. Alors, c'est eux qui corrompent une partie de notre population, c'est-à-dire les politiciens qu'ils ont créés, qui sont malléables à leurs souhaits, une partie de la société civile qui est financée par leurs soins et qui est malléable à leurs souhaits. Tenez, c'était une parenthèse. Comment se fait-il que dans le contexte centrafricain, dans la tribune des Nations Unies, on écoute plus la voix du responsable d'ONG en matière de respect des droits de l'homme, en matière soit de violation des droits humains, que la voix officielle, c'est-à-dire Madame la représentante de la Centrafrique aux Nations Unies. C'est quand même fou ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a refusé de donner la parole à Madame le ministre des Affaires étrangères de la Centrafrique. On lui a préféré une femme, une dame qui est présidente d'une ONG et qui est anti-Touadéra. Bon, vous comprenez. Donc, en même temps, vous avez une multinationale hexagonale, c'est-à-dire Castel, pour ne pas la nommer, qui, sous le prétexte de protéger son business, finance les groupes armés pendant que un embargo militaire sur les armes pèse sur le gouvernement centrafricain. Je crois que tout de suite, nous voyons où se trouvent les imposteurs, où sont les menteurs et les manipulateurs. Merci à vous, Albert Latola, ici d'avoir été des nôtres ce matin. C'est un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision, et surtout la chaîne de télévision des panafricanistes. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous.